Un claquement sec, comme une détonation dans l'air confiné, déchira le silence feutré de la cabine de première classe du vol Air France reliant Paris à Lyon. Les regards se tournèrent, certains furtifs, d'autres figés par la stupéfaction, vers une petite fille de 5 ans, Aïssa, dont la main minuscule se pressa contre sa joue rougie, les yeux écarquillés de douleur et de confusion. Au-dessus d'elle, Margot Lefebvre, hôtesse de l'air aux cheveux blonds impeccablement coiffés, dominait la scène, son visage durci par une colère contenue. « Je t'ai dit de t'asseoir », siffla-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. La cabine entière sembla retenir son souffle. Les passagers, habitués au luxe discret de la première classe, détournèrent les yeux, feignant d'ignorer l'incident. Tous, sauf une femme qui émergeait des toilettes à l'arrière, ses yeux brûlants d'une fureur froide. Amina Diallo, docteur en droit et nouvelle conseillère juridique en chef d'Air France, s'avança d'un pas mesuré mais déterminé. « Ôtez vos mains de ma fille », murmura-t-elle, sa voix d'un calme mortel, ses mots soigneusement choisis, comme une avocate préparant une plaidoirie. Chaque syllabe portait le poids de son indignation, mais aussi de sa résolution. Cette scène, qui n'avait duré que quelques secondes, allait déclencher une tempête bien plus vaste que la turbulence qui avait secoué l'avion quelques instants plus tôt. Amina Diallo n'était pas une femme qu'on intimidait facilement. À 38 ans, elle était déjà une légende dans les cercles du droit des affaires français. Née à Paris d'une mère sénégalaise et d'un père français, elle avait gravi les échelons d'un monde dominé par les privilèges avec une détermination féroce. Ses collègues la décrivaient comme un esprit juridique acéré, une femme dont les principes éthiques étaient aussi inflexibles que son talent était redoutable. Elle avait brisé d'innombrables plafonds de verre au cours de ses 15 ans de carrière, plaidant des affaires complexes de discrimination et de conformité réglementaire avec une précision chirurgicale. Lorsqu'Air France l'avait recrutée comme conseillère juridique en chef, Amina avait vu une opportunité unique. Non seulement diriger le département juridique d'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses d'Europe, mais aussi s'attaquer aux rumeurs persistantes de discrimination au sein de l'entreprise. Ce vol pour Lyon, censé être une simple étape vers sa première présentation au conseil d'administration, s'était transformé en cauchemar en un instant. Amina s'agenouilla près de sa fille, Aïssa, dont les grands yeux bruns scintillaient de larmes. « Maman, je voulais juste mon nounours », murmura la petite, sa voix tremblante. Le sac à dos rose d'Aïssa, orné de motifs de licorne, était tombé pendant la turbulence, et son ours en peluche adoré avait glissé 3 rangées plus loin. « Je comprends, ma chérie », répondit Amina, caressant doucement les cheveux tressés de sa fille, mais son regard ne quittait pas Margot Lefebvre. L'hôtesse, âgée de 47 ans, semblait réaliser l'ampleur de son geste. Son expression passa de la colère à une horreur naissante lorsqu'elle croisa les yeux d'Amina. « Docteur Diallo, je n'avais pas réalisé », balbutia Margot, sa voix tremblante contrastant avec l'autorité qu'elle affichait quelques secondes plus tôt. « J'appliquais juste le protocole pour la turbulence. La petite était debout, alors que le signal des ceintures était allumé. » Amina se redressa, son téléphone déjà en main, l'application d'enregistrement activée. « Ma fille a un nom », répondit-elle, son ton glacial. « Et votre protocole n'inclut pas de frapper des enfants. » La cabine resta silencieuse, oppressante. Les passagers, pour la plupart des hommes et des femmes d'affaires habitués à ignorer les tensions pour préserver leur confort, s'absorbèrent dans leurs magazines ou fixèrent les hublots, comme si le ciel nuageux était soudain fascinant. Seule une femme âgée, Claire Beaumont, croisa brièvement le regard d'Amina. Ses yeux, bordés de rides, exprimèrent une sympathie fugace avant qu'elle ne détourne la tête, comme si elle craignait d'être impliquée. Claire, une retraitée de 70 ans, voyageait souvent en première classe grâce à la fortune de son défunt mari, un ancien cadre d'Air France. Elle avait vu bien des choses au fil de ses voyages, mais cette scène la troubla profondément. Elle nota mentalement l'incident, bien qu'elle hésitât à intervenir directement. À cet instant, le capitaine André Martin apparut dans l'allée étroite, son uniforme impeccable et son attitude posée trahissant ses 20 ans d'expérience. Âgé de 52 ans, il balaya la scène d'un regard neutre, habitué à gérer les conflits en vol.
Y a-t-il un problème ici? Demanda-t-il, sa voix professionnelle mais teintée d'une légère fatigue. Amina ne flancha pas. Votre hôtesse a frappé ma fille de 5 ans au visage, déclara-t-elle, chaque mot pesé avec la précision d'une avocate. Je documente l'incident et je déposerai une plainte formelle dès l'atterrissage. Le capitaine jeta un coup d'œil au téléphone d'Amina, puis au visage blême de Margot. Madame Lefieper, commença-t-il, mais Margot l'interrompit, sa voix retrouvant une pointe d'assurance. Capitaine, je n'ai fait que suivre les consignes de sécurité. La petite. Aïssa, coupa Amina, son ton sans appel. Ma fille s'appelle Aïssa. Le capitaine hocha la tête, visiblement mal à l'aise. Madame Lefebvre, nous discuterons de cela après l'atterrissage. Pour l'instant, je vais assigner une autre hôtesse à cette cabine. Il fit un signe à Margot qui, visiblement secouée, le suivit à contre-cœur vers l'arrière de l'avion. Amina serra Aïssa contre elle, sentant les larmes silencieuses de sa fille tremper sa blouse de soie. Ce n'était pas leur première rencontre avec la discrimination. Amina avait grandi dans une France où les préjugés, bien que souvent voilés, étaient omniprésents. Mais cet acte, si flagrant, si violent, envers une enfant, était d'une audace qui la laissa sans voix. Ce que Margot ignorait, c'était qu'Amina avait accepté ce poste chez Air France précisément à cause des rapports troublants sur le traitement des passagers et employés issus de minorités. Elle avait prévu d'aborder ces problèmes de l'intérieur, mais jamais elle n'aurait imaginé devenir une victime dès son premier jour. L'avion atterrit à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry avec un crissement de pneus sur le tarmac. Amina, tenant la main d'Aïssa, se dirigea directement vers le comptoir du service client à la porte d'embarquement. Les murmures et regards des autres passagers la suivirent, certains curieux, d'autres désapprobateurs. Elle ignora tout cela, concentrée sur sa mission. Au comptoir, un homme d'âge moyen, dont l'étiquette indiquait « Pierre Dubois, responsable de porte », l'accueillit avec un sourire de façade. « Madame, en quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sans lever les yeux de son écran. « Je dois déposer une plainte formelle immédiatement, » répondit Amina, sa voix ferme. « Une de vos hôtesses a agressé physiquement ma fille pendant le vol. » Pierre haussa un sourcil, son expression passant de l'indifférence à une légère irritation. « Madame, je peux vous fournir un formulaire de réclamation. Le traitement prend 4 à 6 semaines. » Amina secoua la tête. « Il ne s'agit pas d'un bagage perdu. Une employée d'Air France a frappé ma fille de 5 ans. Je veux parler à votre supérieur et à la sécurité de l'aéroport maintenant. » Pierre la dévisagea, son regard glissant vers Aïssa, qui serrait son ours en peluche contre sa poitrine. « Madame, n'exagérons pas. Je suis sûr qu'il s'agit d'un malentendu. » Amina brandit son téléphone. « J'ai des preuves vidéo, » rétorqua-t-elle. « Je voudrais les envoyer à mon courriel pour les documenter avant de parler aux autorités. » Pierre esquissa un sourire crispé. « Bien sûr, notre salon de service client a une meilleure connexion Wi-Fi. C'est juste derrière ces portes. » Amina, méfiante mais déterminée, suivit ses instructions, emmenant Aïssa dans une petite pièce isolée. Elle tenta d'envoyer la vidéo, mais un message d'erreur de connexion s'afficha à plusieurs reprises, malgré des barres Wi-Fi pleines. Après la 5e tentative, son téléphone, pourtant chargé à 100%, afficha un avertissement de batterie critique et s'éteignit. « C'est impossible », murmura Amina, pressant frénétiquement le bouton d'alimentation. Lorsqu'elle quitta le salon, 2 officiers de sécurité en uniforme l'attendaient, accompagnés de Pierre et, à sa grande surprise, de Margot, qui avait mystérieusement rejoint le comptoir avant elle, bien qu'elle ait quitté l'avion en dernier. « Madame Diallo ?» lança l'officier le plus grand, omettant délibérément son titre de docteur. « Je suis l'officier Jacques Lambert, et voici l'officier Paul Renaud. On nous a signalé un incident sur votre vol. » Avant qu'Amina ne puisse répondre, Margot prit la parole, sa voix théâtrale et tremblante. « J'essayais juste de faire mon travail, d'appliquer les protocoles de sécurité pendant une turbulence sévère. La petite mettait en danger les autres en courant dans l'allée. Je l'ai simplement guidée vers son siège. » Amina sentit la colère monter. « Elle a frappé ma fille au visage, » déclara-t-elle, tendant la main vers son téléphone éteint.
J'ai une vidéo, mais mon appareil s'est éteint de manière inexplicable. L'officier Renaud échangea un regard avec Lambert. Pratique, murmura-t-il. Amina releva le menton d'Aïssa sous la lumière fluorescente. Regardez sa joue. Elle est encore rouge. Et il y avait des témoins. Lambert haussa les épaules. Les enfants pleurent pour toutes sortes de raisons, surtout pendant une turbulence effrayante. Du coin de l'œil, Amina remarqua une silhouette élégante. Un homme aux cheveux argentés vêtu d'un costume coûteux, observant la scène à distance. Il murmura quelque chose dans son téléphone avant de disparaître dans la foule. Pierre intervint, soudain plus formel. « Docteur Diallo, vous avez une réunion importante demain, n'est-ce pas? Ces choses peuvent devenir compliquées inutilement. Peut-être devriez-vous vous concentrer sur votre présentation. » Amina plissa les yeux. Comment savait-il pour sa réunion? Elle n'en avait rien dit. « Ce n'est pas terminé, » répondit-elle fermement, sentant Aïssa se rapprocher d'elle, visiblement angoissée. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, une hôtesse noire, que Amina n'avait pas remarquée à bord, passa près d'elle. D'un geste discret, elle glissa quelque chose dans la poche de la veste d'Amina. Ce n'est qu'en montant dans le taxi qu'Amina découvrit une carte de visite au nom de Sophie Garnier, hôtesse senior, avec un numéro de téléphone personnel griffonné à la main et 2 mots. Pas seule. Dans le taxi, Aïssa resta silencieuse, son habituelle exubérance remplacée par un regard vide qui brisa le cœur d'Amina. Elle serra sa fille contre elle, luttant contre la montée d'une colère mêlée d'impuissance. À l'hôtel, elle installa Aïssa dans leur chambre, essayant de la distraire avec un dessin animé, mais la petite fixait l'écran sans vraiment le voir. Amina ouvrit son ordinateur portable, déterminée à préparer sa présentation pour le conseil d'administration, tout en cherchant des informations sur les droits des passagers. Elle envoya un courriel à son assistante pour demander des dossiers sur les plaintes récentes contre Air France, mais reçut une réponse automatique. Hors bureau, jusqu'à nouvel ordre. Étrange. Son téléphone vibra avec un message de son ex-mari, Karim, qui vivait à Marseille. « Amina, l'école d'Aïssa m'a appelé. Ils disent qu'elle a des problèmes de comportement. Qu'est-ce qui se passe ?» Amina fronça les sourcils. Aïssa n'avait jamais eu de problèmes à l'école. Elle répondit brièvement, promettant de l'appeler plus tard, mais une sensation de malaise grandissait. Quelque chose n'allait pas. À minuit, alors qu'Aïssa dormait enfin, Amina reçut un appel de sa mère, Fatou, depuis Dakar. « Amina, j'ai vu une nouvelle horrible sur Internet. Ils disent que tu as menacé une hôtesse parce que ta fille était indisciplinée. C'est vrai? » Amina sentit son estomac se nouer. « Maman, c'est faux. Ils déforment tout. Je gère ça. » Mais la conversation fut interrompue par un coup à la porte. Un employé de l'hôtel, un jeune homme nerveux nommé Lucas, se tenait là, un plateau de thé à la main. « Madame Diallo, c'est un service gratuit, » bégaya-t-il, jetant des regards autour de lui. Amina le remercia, mais remarqua qu'il semblait agité. Lorsqu'il partit, elle trouva un petit mot glissé sous la soucoupe. « Attention, il surveille. J. » Amina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui était J? Et qui était il? Elle repensa à l'homme aux cheveux argentés à l'aéroport, à l'étrange panne de son téléphone, à la carte de Sophie. Une idée germa dans son esprit. Ce n'était pas un incident isolé. Air France cachait quelque chose de bien plus grand. Le lendemain matin, Amina se prépara pour sa réunion au siège d'Air France, un imposant bâtiment de verre à Roissy. Elle vérifia son téléphone, espérant récupérer la vidéo, mais il refusa de s'allumer. À la réception de l'hôtel, elle demanda à utiliser un ordinateur pour vérifier ses courriels. Un message anonyme l'attendait, envoyé depuis une adresse cryptée. Protocole 19. Vérifiez les archives des plaintes. Vous n'êtes pas la première. Amina sentit son pouls s'accélérer. Protocole 19. Cela ressemblait à un code interne. Elle nota mentalement de creuser plus tard, mais pour l'instant, elle devait se concentrer sur sa présentation. Elle enfila son tailleur gris anthracite, ajustant son foulard en soie, un cadeau de sa mère, et prit une profonde inspiration. Elle était Amina Diallo, docteur en droit, et elle ne se laisserait pas intimider.
Mais alors qu'elle quittait l'hôtel avec Aïssa, un homme en costume sombre s'approcha, son badge indiquant « Sécurité Air France ». Docteur Diallo, nous devons discuter de votre comportement à bord, dit-il, son ton faussement courtois. Amina serra la main d'Aïssa plus fort. Pas maintenant, j'ai une réunion. L'homme sourit, mais ses yeux étaient effrois. Ce n'était pas une demande. Dans le hall de l'hôtel, Amina repéra une femme en uniforme Air France, Sophie Garnier, qui lui fit un léger signe de tête. Sophie s'approcha, feignant de vérifier un horaire. « Suivez-moi » murmura-t-elle. « Il y a un endroit sûr pas loin. » Amina, bien que méfiante, n'avait pas d'autre choix. Avec Aïssa à ses côtés, elle suivit Sophie jusqu'à un café discret à quelques rues de l'hôtel. Là, Sophie lui tendit un dossier fin. « C'est tout ce que j'ai pu récupérer sans me faire repérer », expliqua-t-elle. « Des plaintes de passagers, toutes classées sans suite. Et regardez ça. » Elle montra une note interne signée par Étienne Dubois, mentionnant un protocole 19 pour gérer les incidents sensibles. Amina parcourut les documents, son esprit juridique analysant chaque détail. « Ils enterrent les plaintes », murmura-t-elle. Sophie hocha la tête. « Et ils savent que vous avez une vidéo. Ils feront tout pour vous discréditer. » Amina sentit une détermination nouvelle monter en elle. Elle n'était pas seule. Et elle ne reculerait pas. Ce n'était que le début. La lumière blafarde de l'aube filtrait à travers les rideaux épais de la chambre d'hôtel, où Amina Diallo, les yeux rougis par une nuit sans sommeil, fixait l'écran de son ordinateur portable. Un courriel urgent, envoyé à 3 heures du matin par le siège d'Air France, trônait dans sa boîte de réception. Objet: réunion d'évaluation de performance, urgent. Elle devait se présenter au siège à 9h, sous peine de mesures disciplinaires immédiates. Pire encore, un second message, reçu quelques minutes plus tard, provenait d'un cabinet d'avocats à Marseille. Son ex-mari Karim avait déposé une requête en urgence pour obtenir la garde exclusive d'Aïssa, invoquant un environnement instable et des comportements préoccupants de la part d'Amina. La date de l'audience? Le lendemain, à 10h, à une heure où elle devait être en pleine réunion avec le conseil d'administration. Amina sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un ou quelque chose, orchestré avec une précision chirurgicale, cherchait à la briser, à la forcer à choisir entre sa carrière et sa fille. Elle jeta un regard à Aïssa, endormie sur le lit, son ours en peluche serré contre elle. La petite n'avait presque pas parlé depuis l'incident à bord, son silence plus assourdissant que n'importe quel cri. Amina ferma les yeux, inspirant profondément puis se leva. Elle n'était pas femme à se laisser intimider, même par une machine aussi puissante qu'Air France. Mais pour la première fois, elle sentit l'ombre d'un doute. Et si elle n'était pas de taille face à ce monstre? Au café discret où Sophie Garnier l'avait conduite la veille, Amina retrouva l'hôtesse senior, accompagnée de 2 nouveaux visages. Sophie, toujours en uniforme, semblait nerveuse, jetant des regards par-dessus son épaule comme si elle craignait d'être suivie. « Docteur Diallo, voici Julien Moreau et Claire Beaumont », présenta-t-elle à voix basse. Julien, un jeune homme d'une trentaine d'années, employé de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, triturait nerveusement une serviette en papier. Ses lunettes rondes glissaient sur son nez et son regard fuyait celui d'Amina. « J'ai entendu des choses, » murmura-t-il. « Au comptoir, hier, après votre arrivée, Pierre parlait avec quelqu'un au téléphone. Il a mentionné un protocole 19 et votre nom. » Claire, la passagère âgée qu'Amina avait remarquée à bord, hocha la tête. « J'étais là, dans la cabine. J'ai vu ce que cette hôtesse a fait à votre fille. Ce n'était pas un simple geste de discipline. C'était cruel. » Amina sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle, mais elle resta prudente. « Pourquoi vous impliquer maintenant ?» demanda-t-elle à Claire. La vieille femme soupira, ses mains tremblantes posées sur la table. « Parce que j'ai passé à nuder trop longtemps à Air France, sous les ordres de mon mari. Je connais leurs méthodes. Ils protègent les leurs au détriment des autres. Mais je suis vieille, et j'en ai assez de me taire. »
Sophie glissa un dossier sur la table. « Voici ce que j'ai trouvé, » dit-elle. Des plaintes de passagers, des employés, toutes classées sans suite. Certaines concernent Margot Lefebvre. Elle a un historique. Amina parcourut les documents, son esprit juridique analysant chaque ligne. Des plaintes pour comportement discriminatoire, des témoignages de passagers et d'employés, tous ignorés ou supprimés. « Protocole 19 », murmura Amina, se souvenant du message anonyme. « Qu'est-ce que c'est » Sophie échangea un regard avec Julien. « Une procédure interne », expliqua-t-elle. « Quand une plainte risque de nuire à l'image de la compagnie, elle est gérée. Preuves effacées, témoins intimidés, plaintes enterrées. » Julien ajouta, hésitant. « J'ai accès à certains systèmes de l'aéroport. J'ai vu des courriels mentionnant ce protocole. Ils parlent de vous, docteur Diallo. Ils savent que vous êtes une menace. » Amina sentit un frisson lui parcourir le dos. Une menace. Elle, une simple avocate cherchant justice pour sa fille, était devenue une menace pour une compagnie aérienne géante. Mais ce n'était pas tout. Un autre visage apparut à la table, une jeune femme d'une trentaine d'années, aux cheveux courts et au regard déterminé. « Je suis Léa Dubois », se présenta-t-elle. Journaliste indépendante et, malheureusement, nièce d'Étienne Dubois. Amina tressaillit. Étienne Dubois, membre du conseil d'administration, était l'oncle de Margot Lefebvre. Léa esquissa un sourire amer. « Je ne partage pas les valeurs de ma famille. J'ai enquêté sur Air France depuis des mois. Ce que vous avez découvert n'est que la pointe de l'iceberg. » Léa sortit une tablette et afficha une série de courriels internes, obtenus illégalement, admit-elle. L'un d'eux, envoyé par Étienne Dubois à Philippe Rousseau, le directeur général, mentionnait un transfert de fonds vers une société offshore. « Des millions, » dit Léa, détournés des comptes opérationnels d'Air France vers des entités contrôlées par Philippe et mon oncle. Amina sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était plus seulement une question de discrimination, c'était de la fraude à grande échelle. « Pourquoi me montrez-vous ça » demanda-t-elle. Léa haussa les épaules. « Parce que vous êtes la seule à pouvoir les affronter. Vous avez les compétences juridiques, la crédibilité. Moi, je ne suis qu'une journaliste sans appui. » Sophie intervint. « Mais vous n'êtes pas seule. Il y a d'autres employés, comme Julien, qui veulent parler. Et Malik Sow, un ancien pilote, viré pour avoir dénoncé des pratiques similaires. » Amina hocha la tête, son esprit tournant à plein régime. « D'accord. Mais nous devons être prudents. Ils surveillent tout. » Cette prudence fut mise à l'épreuve dès son retour à l'hôtel. En branchant son téléphone pour le recharger, Amina découvrit qu'il refusait toujours de s'allumer. Elle appela un technicien, qui lui confirma que l'appareil avait été victime d'une attaque à distance. « Quelqu'un a effacé vos données », expliqua-t-il. « C'est ciblé. » Amina sentit la colère monter, mais elle n'avait pas le temps de s'attarder. Elle devait préparer sa défense pour l'audience de garde et sa réunion au siège. Elle confia Aïssa à sa mère, Fatou, qui était arrivée de Dakar la veille, bouleversée par les nouvelles. « Amina, tu ne peux pas te battre contre eux tous, » plaida Fatou, ses yeux pleins d'inquiétude. « Ils sont trop puissants. » Amina serra la main de sa mère. « Je ne peux pas laisser Aïssa grandir dans un monde où l'injustice gagne, maman. » Fatou hocha la tête, mais son regard restait hanté. Au siège d'Air France, l'atmosphère était électrique. Amina entra dans la salle de réunion, son dossier de preuves sous le bras. Philippe Rousseau, le directeur général, l'accueillit avec un sourire froid. « Docteur Diallo, votre arrivée est inattendue. Nous pensions que vous seriez occupé avec vos affaires personnelles. » Amina ignora la pique. « J'ai des informations concernant des violations graves au sein de cette compagnie, » déclara-t-elle, distribuant des copies de ses documents. Protocole 19, fraude financière, intimidation systématique. Les membres du conseil échangèrent des regards nerveux, mais Étienne Dubois prit la parole, son ton condescendant. « Ce sont des accusations graves, Madame Diallo. Sans preuve concrète, vous risquez une diffamation. » Amina brandit un document.
Voici un courriel entre vous et M. Rousseau discutant du protocole 19. Et ceci, ajouta-t-elle, montrant un relevé bancaire, prouve des transferts illégaux vers une société aux îles Caïmans. La salle plongea dans un silence tendu. Philippe se leva, furieux. Vous dépassez les bornes. Votre poste est temporaire, docteur Diallo. Vous n'avez aucune autorité ici. Avant qu'Amina ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message de Julien. Ils savent pour les courriels. Sécurité renforcée au siège. Soyez prudente. Amina sentit un frisson. Elle était surveillée, et pas seulement par des caméras. En quittant la réunion, elle remarqua un homme en costume sombre qui la suivait à distance. Elle accéléra le pas, mais il la rattrapa dans le parking souterrain. « Docteur Diallo, dit-il, sa voix douce mais menaçante, vous devriez réfléchir avant de faire des vagues. Air France protège ses intérêts. » Amina serra les poings. « Et moi, je protège ma fille. » L'homme sourit, mais recula lorsque des phares de voiture illuminèrent le parking. Sophie, au volant, klaxonna. « Montez !» cria-t-elle. Amina sauta dans la voiture, le cœur battant. « Ils m'ont suivi, » expliqua Sophie, « mais j'ai quelqu'un qui peut nous aider. » Sophie conduisit Amina à un entrepôt désaffecté à la périphérie de Lyon. Là, Malik Sow, un ancien pilote d'Air France, les attendait. Grand, les tempes grisonnantes, il dégageait une autorité naturelle. « J'ai été viré pour avoir dénoncé leurs pratiques, » expliqua-t-il. « Mais j'ai gardé des contacts. » Il montra un disque dur. Des enregistrements de conversations internes, des preuves de leur protocole. Ils ne s'attendent pas à ce que vous ayez ça. Amina examina les fichiers, son esprit juridique cataloguant chaque infraction. « Ça pourrait tout changer, » murmura-t-elle. Mais Malik secoua la tête. « Ils sont prêts à tout pour vous arrêter. Regardez. » Il alluma un écran montrant un article de presse en ligne. Avocate d'Air France menace l'équipage après indiscipline de sa fille. Le texte, publié à l'aube, déformait l'incident, la dépeignant comme agressive et instable. Amina sentit la colère monter, mais Malik posa une main sur son épaule. « Ils veulent vous isoler, mais ils ne savent pas que nous sommes nombreux. Et si... » Plus tard ce soir-là, de retour à l'hôtel, Amina reçut un appel de Léa Dubois. « J'ai publié un article sur mon blog, dit-elle. Les réseaux sociaux commencent à réagir. Votre histoire circule. » Amina consulta son ordinateur, découvrant des messages de soutien de passagers anonymes, mais aussi des menaces haineuses. Son téléphone vibra à nouveau. Un courriel d'Air France, annonçant une suspension temporaire de son poste pour conduite inappropriée. Amina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il ne se contentait pas de l'intimider. Il voulait l'anéantir. Mais alors qu'elle serrait Aïssa endormie contre elle, un message de Claire Beaumont arriva. « J'ai un enregistrement partiel de l'incident. Je l'ai envoyé à Léa. Tenez bon. » Amina ferma les yeux. Une lueur d'espoir au milieu de la tempête. Elle n'était pas seule, et la vérité commençait à percer. Mais le lendemain, entre l'audience de garde et une nouvelle réunion avec le Conseil, elle devrait jouer ses cartes avec une précision absolue. Le combat ne faisait que commencer. Le crépuscule baignait les rues de Lyon d'une lueur orangée lorsque Amina Diallo, les épaules raidies par l'épuisement et la détermination, se tenait devant l'entrepôt désaffecté transformé en quartier général improvisé. À l'intérieur, les écrans des ordinateurs diffusaient une lumière bleutée, éclairant les visages tendus de ses alliés. Sophie Garnier, l'hôtesse senior qui risquait sa carrière. Julien Moreau, l'employé d'aéroport devenu pirate informatique par nécessité. Claire Beaumont, la passagère âgée dont le courage s'était éveillé. Léa Dubois, la journaliste rebelle défiant sa propre famille. Et Malik Sow, l'ancien pilote dont les révélations avaient donné une nouvelle dimension à leur combat. Dans moins de 24 heures, Amina devrait se présenter à une audience de garde pour défendre son droit de garder Aïssa, tout en affrontant une réunion d'urgence du conseil d'administration d'Air France, où Philippe Rousseau et Étienne Dubois prévoyaient d'éliminer son poste et de discréditer ses accusations.
Mais ici, dans cet espace poussiéreux loin des regards indiscrets, Amina et son équipe forgeaient une arme bien plus puissante. La vérité soigneusement documentée, prête à ébranler les fondations d'un empire aérien. Nous avons une chance, déclara Amina, sa voix ferme malgré la fatigue qui pesait sur ses paupières. Mais il faudra jouer serré. Sur la table, un dossier épais contenait des courriels internes, des relevés bancaires frauduleux et des enregistrements partiels de l'incident à bord. Léa tapa sur son clavier, affichant un article qu'elle venait de publier. Scandale chez Air France. Une avocate dénonce des pratiques discriminatoires et des fraudes financières. Ça circule sur les réseaux, dit-elle, un sourire crispé aux lèvres. Les gens commencent à poser des questions. Mais Amina savait que la vérité seule ne suffirait pas. Air France avait les moyens, les relations et l'influence pour étouffer n'importe quel scandale. Elle devait frapper fort, et vite. Julien, les yeux rivés sur son écran, leva une main. « J'ai récupéré une partie de votre vidéo, docteur Diallo. Ce n'était pas complètement effacé, juste masqué dans la mémoire cache. » Il lança la lecture. L'image était dégradée mais claire. La main de Margot Lefebvre frappant la joue d'Aïssa, suivie de son expression passant de la colère à la panique lorsqu'elle reconnut Amina. Les horodatages confirmaient que la version diffusée en ligne par Air France, qui la montrait comme une mère agressive, avait été manipulée. « C'est un début, » dit Amina, mais son ton restait prudent. « Ils argueront que cela viole leur politique de confidentialité. » Malik, adossé au mur, croisa les bras. « Ils peuvent essayer, mais j'ai autre chose. » Il tendit un disque dur. Des enregistrements de conversation entre Philippe et Étienne, datant de l'année dernière. Il parle de nettoyer les plaintes de discrimination pour éviter des poursuites. Et regardez ça. Il afficha un document interne, un mémo intitulé « Protocole 19 ». Gestion des incidents sensibles. Le texte détaillait des procédures pour classer les plaintes selon la démographie des passagers, race, statut social, profession, avec des instructions spécifiques pour minimiser les répercussions médiatiques. Amina sentit son sang bouillir. « Ils ont un manuel pour étouffer les injustices, » murmura-t-elle. Claire, jusque-là silencieuse, ajouta « J'ai vu ça de mes propres yeux pendant des années. Mon mari travaillait pour Air France. Les plaintes disparaissaient, les employés étaient licenciés pour des raisons absurdes. Mais je n'ai jamais eu le courage de parler. Jusqu'à maintenant. » Un coup à la porte les fit sursauter. Julien vérifia le moniteur de sécurité, son visage blêmissant. « C'est Catherine Laurent, » annonça-t-il, « la présidente du conseil d'administration. » Amina échangea un regard avec Sophie. « Laissez-la entrer, » dit-elle, son instinct juridique prenant le dessus. Si Air France voulait jouer, elle jouerait selon ses propres règles. Catherine Laurent, une femme de 64 ans à l'allure élégante, entra seule, son tailleur Chanel contrastant avec l'environnement industriel de l'entrepôt. Ses yeux perçants balayèrent la pièce, s'attardant sur les écrans et les dossiers. « Docteur Diallo, vous êtes difficile à localiser, » dit-elle, sa voix posée mais teintée d'une pointe d'admiration. « Sous ces circonstances, c'était intentionnel, » répondit Amina, sans ciller. Catherine esquissa un sourire. « Je ne suis pas ici pour vous arrêter. Au contraire, je suis ici parce que notre chef de la sécurité, Antoine Leclerc, m'a alerté sur des irrégularités, des protocoles dont je n'étais pas informé. » Amina plissa les yeux, méfiante. « Pourquoi vous croirais-je? Vous faites partie du système qui protège Étienne Dubois et Philippe Rousseau. » Catherine soupira, son masque de froideur professionnelle se fissurant légèrement. « Je vous ai recruté pour votre réputation, docteur Diallo. J'espérais que vous identifieriez ces problèmes et les corrigeriez de l'intérieur, mais je n'avais pas anticipé l'ampleur de leur réaction. » Malik intervint, sa voix dure. « Vous saviez pour les discriminations? » Catherine secoua la tête. « Je soupçonnais des problèmes culturels, des rapports occasionnels. Mais les preuves disparaissaient avant d'atteindre le conseil. C'est pourquoi j'ai créé votre poste, avec un accès direct au conseil. » Amina sentit une pointe de colère. « Vous m'avez utilisé comme appât. » Catherine ne nia pas. « J'ai sous-estimé leur désespoir,
Mais maintenant, nous avons une opportunité. La réunion du Conseil est dans 2 heures. Philippe propose de supprimer votre division. Vous devez être là. Amina serra les poings. J'ai été interdite d'accès au bâtiment. Catherine sourit, cette fois avec une lueur d'espoir. Laissez-moi m'occuper de ça. Le siège d'Air France, un monolithe de verre à Roissy, vibrait de tension lorsque Amina, escortée par Catherine et Antoine Leclerc, franchit les portes. Les regards des employés la suivirent, certains curieux, d'autres hostiles. Dans la salle de conférence, Philippe Rousseau se tenait à la tête de la table, ses documents soigneusement alignés, tandis qu'Étienne Dubois, le visage crispé, vérifiait sa montre. « Catherine, c'est irrégulier », lança Étienne lorsqu'Amina entra. « Elle est en congé administratif. » Catherine prit place au bout de la table, son autorité incontestable. « En tant que présidente, j'ai le droit d'inviter des conseillers. Dr Diallo a des informations pertinentes pour notre agenda. » Philippe tenta de reprendre le contrôle. « Nous sommes ici pour discuter de l'optimisation des opérations juridiques, pas pour entendre des théories conspirationnistes. » Mais Amina ne se laissa pas intimider. Elle posa son dossier sur la table, distribuant des tablettes aux membres du Conseil. « Mesdames et messieurs, j'ai rejoint Air France pour renforcer la conformité légale. En moins de 48 heures, j'ai été témoin d'une agression contre ma fille de 5 ans, Aïssa, par une hôtesse, Margot Lefebvre. Depuis, j'ai subi des tentatives de suppression de preuves, des intimidations et une campagne médiatique visant à me discréditer. » Makidi. Elle afficha un courriel entre Philippe et Étienne. « Voici la preuve d'un protocole 19, conçu pour enterrer les plaintes de discrimination. Et ceci, ajouta-t-elle, montrant des relevés bancaires, démontre des transferts illégaux de fonds opérationnels vers des sociétés offshore contrôlées par M. Rousseau, avec des commissions versées à M. Dubois. » La salle plongea dans un silence glacial. Plusieurs membres du Conseil, visiblement choqués, consultaient les documents. Étienne se leva, rouge de colère. « Ce sont des fabrications, obtenues illégalement, de surcroît. » Amina resta calme. « Ces documents m'ont été fournis par des lanceurs d'alerte, via des canaux légaux. Ils montrent un système systématique de discrimination et de fraude. » Philippe tenta une contre-attaque. « Vous êtes une employée en probation, Dr Diallo. Vos accusations ne sont qu'un écran de fumée pour masquer votre incompétence. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, la porte s'ouvrit brusquement. Margot Lefebvre entra, le visage déformé par la rage. « Vous ne pouvez pas la laisser détruire tout ce que nous avons construit, » cria-t-elle, s'adressant à Étienne. « Dites-leur, mon oncle, elle joue la carte de la race pour cacher son échec. » Les membres du Conseil se figèrent, choqués par l'éclat de Margot. Ces mots, crus et chargés de préjugés, confirmèrent tout ce qu'Amina avait exposé. « Mademoiselle Lefebvre, vous n'êtes pas autorisée ici, » déclara Catherine, son ton glacial. Étienne tenta de calmer sa nièce, mais elle se dégagea. « J'ai fait mon travail. Cet enfant mettait les autres en danger. Vous voulez punir l'excellence pour protéger l'incompétence, juste parce qu'elle a la bonne couleur de peau. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Même les membres du Conseil les plus réticents ne pouvaient ignorer la vérité crue des paroles de Margot. Antoine Leclerc s'avança, déconnectant discrètement l'ordinateur d'Étienne. « Préservation des preuves, » expliqua-t-il. « Procédure standard. » Catherine saisit l'opportunité. « Je propose une motion. Suspendre immédiatement messieurs Rousseau et Dubois, nommer un conseil indépendant pour enquêter sur les plaintes de discrimination des 5 dernières années et auditer toutes les transactions financières autorisées par M. Rousseau. » Un jeune membre du Conseil, Pierre Lefort, leva la main. « Je seconde. » Le vote fut rapide, mais tendu. Par 9 voix contre 3, la motion passa. Philippe et Étienne furent escortés hors de la salle, leurs accès révoqués, leurs appareils confisqués. Alors que la réunion se terminait, Catherine s'approcha d'Amina. « Nous avons du travail de réparation à faire. Air France publiera des excuses publiques et annulera toutes les actions de représailles, y compris votre audience de garde. » Amina hocha la tête, son esprit déjà tourné vers Aïssa. « Merci, mais ce n'est pas fini. »
Ce soir-là, dans le parking souterrain du siège, Amina marcha vers sa voiture, son esprit encore en ébullition. Les lumières clignotèrent, un problème récurrent depuis des années de coupe budgétaire, sous la direction de Philippe. Elle ne remarqua pas la silhouette tapie entre les voitures jusqu'à ce qu'une voix familière brise le silence. « Vous avez tout ruiné », cracha Margot Lefebvre, émergeant de l'ombre. Ses cheveux, autrefois impeccables, étaient en désordre, ses yeux brillants de fureur. 15 ans de carrière, détruite par vous. Amina recula, son instinct en alerte. « Margot, vous ne devriez pas être ici. » Mais Margot avança, un objet métallique dans la main, une clé à molette. « Vous pensez que vous pouvez changer les règles juste parce qu'elles ne vous favorisent pas ?» Amina chercha son téléphone, mais ses doigts tremblaient. « Vous avez fait un choix, Margot. Frapper ma fille a des conséquences. » Margot ricana, levant la clé. « Des conséquences? J'ai tout perdu, mon emploi, ma réputation, ma famille !» Amina se prépara à se défendre, mais avant que Margot ne puisse frapper, une voix retentit. « Mademoiselle Lefebvre, posez cette arme. » Antoine Leclerc émergea de l'escalier, son uniforme de sécurité impeccable. « Vous êtes en infraction, la police est en route. » Margot hésita, sa colère vacillant face à la réalité. La clé tomba au sol avec un bruit métallique et elle s'effondra, vaincue, alors que les sirènes approchaient. Plus tard, dans un café tranquille, Amina retrouva ses alliés. Léa, brandissant sa tablette, montra un nouvel article. Air France sous le feu des critiques. Une enquête révèle des pratiques discriminatoires systématiques. « Le public est de notre côté, » dit-elle. Malik hocha la tête. « Et j'ai contacté d'anciens collègues. Ils sont prêts à témoigner. » Claire, les mains tremblantes, ajouta. « J'ai envoyé mon témoignage au conseil. Ils ne pourront plus ignorer ce qui s'est passé. » Amina les regarda, submergée par la gratitude. « Merci à tous. Sans vous, je n'y serais pas arrivée. » Sophie sourit. « Ce n'est pas fini. Ils vont se battre pour garder leurs privilèges. » Amina acquiesça. « Alors nous continuerons à nous battre. » 3 semaines plus tard, Air France publia des excuses publiques à Amina et Aïssa, reconnaissant l'incident et les tentatives de dissimulation. Philippe et Étienne furent inculpés pour fraude, manipulation de preuves et conspiration. Un conseil indépendant découvrit des centaines de plaintes enterrées, entraînant des indemnisations et des réformes majeures. Sophie fut promue directrice du service client, chargée de mettre en œuvre de nouvelles formations anti-discrimination. Amina, réintégrée avec une autorité élargie, restructura le cadre de conformité légale. Mais le plus grand changement se produisit chez Aïssa. Avec l'aide d'une psychologue spécialisée, la petite retrouva peu à peu son éclat. Lors d'un vol de retour à Paris, elle demanda à visiter le cockpit, un sourire timide illuminant son visage. « Maman, je veux être pilote un jour », murmura-t-elle, montrant les ailes en plastique que Sophie lui avait offertes. Amina serra sa fille contre elle, les larmes aux yeux. « Tu peux être tout ce que tu veux, ma chérie. » Un soir, alors qu'Amina travaillait tard au siège, Catherine Laurent l'appela. « Nous avons une proposition, » dit-elle. Vice-présidente exécutive de l'éthique et de l'inclusion, avec un siège au conseil. Votre travail ici est loin d'être terminé. Amina pesa l'offre, comparée à une proposition de la Coalition nationale des droits civiques pour devenir leur porte-parole. Les deux chemins offraient des opportunités de changement, mais en regardant Aïssa jouer dans leur appartement parisien, riant pour la première fois depuis des semaines, elle sut où était sa place. Elle resterait chez Air France, continuant à transformer une culture d'entreprise de l'intérieur, tout en collaborant avec la coalition pour des réformes plus larges. Ce soir-là, assise sur son balcon surplombant les lumières scintillantes de Paris, Amina réfléchit à tout ce qui s'était passé. Un simple geste, un coup porté à une enfant avait déclenché une révolution. Une mère avait défié un système conçu pour la faire taire, et avec l'aide d'alliés inattendus, elle avait gagné. Mais plus important encore, elle avait montré à Aïssa que la justice n'était pas seulement un rêve, mais une réalité qu'on pouvait conquérir, un combat à la fois.
L'histoire d'Amina Diallo, une avocate d'exception confrontée à l'injustice brutale infligée à sa fille Aïssa à bord d'un vol Air France, est bien plus qu'un simple récit de lutte personnelle. Elle résonne comme un miroir des tensions sociales, des dynamiques de pouvoir et des combats pour la justice qui jalonnent notre quotidien, particulièrement dans une société française où les valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité sont brandies comme des étendards, mais souvent mises à l'épreuve par des réalités plus sombres. En tant que Française d'origine sénégalaise, Amina incarne une figure universelle, celle d'une mère, d'une professionnelle, d'une citoyenne refusant de plier face à un système conçu pour protéger les privilèges au détriment des plus vulnérables. Cette histoire, profondément ancrée dans un contexte culturel français, où l'élégance du discours juridique et la défense des droits humains se croisent, nous invite à réfléchir à nos propres responsabilités dans la lutte contre les injustices. À travers son parcours, plusieurs leçons émergent, applicables à nos vies, qu'il s'agisse de défendre nos proches, de naviguer dans des environnements professionnels complexes ou de s'élever contre des pratiques discriminatoires. D'abord, l'histoire d'Amina souligne l'importance du courage individuel face à l'adversité. Lorsqu'elle assiste à l'agression de sa fille par Margot Lefebvre, Amina aurait pu choisir le silence, comme tant d'autres avant elle. En France, une culture qui valorise parfois la discrétion et l'évitement des conflits ouverts, surtout face à des institutions puissantes comme Air France, le choix d'Amina de confronter directement l'injustice est remarquable. Elle ne se contente pas de protéger sa fille. Elle expose un système de discrimination systématique, mettant en lumière des pratiques comme le protocole 19 qui étouffe les plaintes. Cette bravoure nous enseigne une leçon essentielle. Le changement commence par un acte de résistance, même lorsque les chances semblent minces. Dans nos vies, cela peut se traduire par le fait de dénoncer une injustice au travail, de soutenir un collègue marginalisé ou de refuser de tolérer des commentaires discriminatoires dans un cercle social. Le courage d'Amina nous rappelle que, même dans une société où l'on peut être tenté de laisser passer, prendre la parole est un acte de dignité. Ensuite, cette histoire met en évidence la puissance de la solidarité collective. Amina n'aurait pas triomphé sans ses alliés, Sophie, Julien, Claire, Léa et Malik, chacun risquant quelque chose, carrière, réputation, sécurité, pour soutenir sa cause. Ce réseau d'entraide reflète une valeur française profonde, la fraternité. Dans un pays où les mouvements sociaux, des grèves aux manifestations, ont façonné l'histoire, l'idée que le changement nécessite une action collective est familière. Pourtant, cette histoire nous pousse à aller plus loin. La solidarité ne se limite pas aux grands mouvements. Elle peut naître dans des gestes discrets, comme Sophie glissant une carte à Amina ou Claire offrant un témoignage crucial. Pour nous, cela signifie reconnaître les opportunités de soutien dans notre entourage, écouter un ami victime de discrimination, partager des informations pour exposer une injustice ou amplifier les voix marginalisées. La victoire d'Amina n'est pas seulement la sienne, elle appartient à ceux qui ont osé se tenir à ses côtés. Un autre enseignement clé est la nécessité de comprendre et de démanteler les systèmes oppressifs. L'histoire révèle comment Air France, à travers des figures comme Philippe Rousseau et Étienne Dubois, a construit un réseau de protocoles pour protéger ses intérêts, au détriment des droits des passagers et des employés. Cette réalité résonne dans une France contemporaine, où les débats sur la diversité, l'inclusion et les inégalités raciales restent brûlants. Le protocole 19 d'Air France, bien que fictif, rappelle les mécanismes réels par lesquels les institutions, qu'il s'agisse d'entreprises, d'écoles ou d'administrations, peuvent perpétuer les discriminations en les masquant sous des procédures bureaucratiques. Pour nous, cette leçon exige de rester vigilant, de questionner les politiques apparemment neutres et de chercher les vérités cachées derrière les façades d'équité. Cela peut signifier s'informer sur les pratiques de son entreprise, exiger plus de transparence ou soutenir des réformes qui garantissent une justice véritable. Enfin, l'histoire d'Amina nous enseigne l'importance de protéger les plus vulnérables, en particulier les enfants. La douleur d'Aïssa, marquée par le silence traumatique qui suit l'agression, est un rappel poignant que les injustices ne touchent pas seulement les adultes, mais aussi ceux qui dépendent de nous. Dans la culture française où la famille occupe une place centrale, le combat d'Amina pour restaurer la sécurité et la confiance de sa fille touche une corde sensible.
Elle nous invite à réfléchir à ce que nous ferions pour protéger nos propres enfants, mais aussi à considérer comment nos actions façonnent le monde qu'ils hériteront. Cela peut se traduire par des gestes simples. Enseigner à nos enfants le respect de la diversité, intervenir lorsqu'un enfant est maltraité ou soutenir des politiques éducatives inclusives. Le rêve d'Aïssa de devenir pilote, né après avoir surmonté son traumatisme, symbolise l'espoir que, grâce à notre engagement, la prochaine génération peut aspirer à des horizons sans limite. Appliquées à la vie quotidienne, ces leçons nous appellent à agir avec intention. Dans un contexte français où les discussions sur la laïcité, l'identité et l'égalité peuvent être polarisantes, l'histoire d'Amina nous rappelle que la justice n'est pas un concept abstrait, mais un combat concret, ancré dans des choix personnels et collectifs. Que ce soit en dénonçant une remarque raciste dans un dîner parisien, en soutenant un collègue victime de harcèlement au bureau ou en participant à une association locale pour promouvoir l'inclusion, chaque geste compte. Comme Amina, nous devons apprendre à naviguer entre notre indignation légitime et la nécessité de stratégies intelligentes pour provoquer un changement durable. Son parcours nous montre que, même face à des forces apparemment écrasantes, la persévérance, alliée à la vérité et à la solidarité, peut transformer des institutions et redonner espoir à ceux qui en ont été privés. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la justice et en la lutte contre les discriminations, agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour amplifier la voix de ceux qui osent défier l'injustice. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants qui exposent la réalité et appellent au changement. Dans les commentaires, partagez vos propres expériences. Avez-vous déjà dû vous lever contre une injustice? Que feriez-vous à la place d'Amina face à un système aussi puissant? Vos voix comptent et ensemble, nous pouvons construire une société où l'équité n'est pas un slogan, mais une réalité. Merci de nous rejoindre dans ce combat pour la justice.